première distinction à faire, j'en ai fait allusion tout à l'heure, entre les actes de l'homme et les actes humains. Je disais, les actes de l'homme, c'est ce que l'homme produit parce qu'il s'agit d'un être humain. Donc, il agit pas en tant qu'animal ou en tant qu'ange, mais en tant qu'homme. Et donc, c'est tout ce que je fais dans le quotidien. Tout le travail de l'humanisation de l'homme va consister à faire passer ces actes de l'homme en actes humains, c'est-à-dire en actes conscients, libres et volontaires. Et donc, toute ma vie, un saint, c'est quelqu'un qui vit véritablement, mais déjà un sage, mais un saint plus particulièrement, ne pose pas ses actes de manière simplement réflexe, de manière automatique. Dès le lever du matin, il y a deux manières de se lever le matin. Vous entendez le réveil, tord et mince. Ouais, bon, ok. Tourne de l'autre côté, et vous rampez hors du lit, et voilà, comme ça, et vous dites pas possible, voilà. Et de toute façon, moi, avant le café, il ne faut pas m'adresser la parole. Le café a un effet absolument faramineux sur moi. Il déclenche tout un processus de réveil qui est extraordinaire. Et il me fait sourire, dire bonjour, mais avant le café, je ne peux pas sourire et dire bonjour. C'est absolument exclu, c'est physiologique. C'est contraire à ma nature. J'ai besoin du café le matin pour ça. Peut-être, peut-être pas. C'est-à-dire que je peux me lever dès le premier instant, disons, voilà, eh bien, aujourd'hui, ce jour s'élève, il m'est ouvert comme une page blanche, je vais l'assumer dans mon humanité. Si on est chrétien, on va pouvoir dire, bah, sinon, je t'offre cette journée, je la remets entre tes mains, je choisis de t'aimer, d'aimer mes frères et sœurs en ce jour, et dès le premier instant, de louer, et te donner tout ce temps qui m'est donné à disposition en ce jour, ben, pour te servir et servir mes frères et sœurs en humanité. C'est une autre manière de se lever, vous voyez ? De sorte qu'avec cette manière-là, le café prend une position seconde. Il est agréable toujours, et j'aime bien le boire, mais si je croise quelqu'un avant le café, je peux lui dire bonjour et lui sourire. Ce qui est quand même extraordinaire, vous voyez ? D'un coup, j'ai trouvé un autre principe moteur que le café pour me permettre de dire bonjour et de sourire à quelqu'un avant d'avoir consommé, ce qui est absolument miraculeux. Hein ? Mais avant le café, je suis capable de pouvoir dire bonjour et sourire à quelqu'un. Là, on touche les sommets de la mystique, vous voyez, c'est sûr. Hein. Donc, c'est-à-dire que je décide d'assumer mon humanité dès l'instant du réveil. Je dis, à table, je peux simplement manger pour ingurgiter de la nourriture, ou je peux faire de cet acte un acte vraiment humain. C'est-à-dire que la façon de le poser, la façon de le vivre, l'action de grâce dans laquelle je rentre, la façon de me comporter avec ceux qui sont avec moi à table, va transformer complètement cet acte. Et la finalité propre de cet acte, c'est bien de nourrir mon corps et de reprendre des forces, mais en plus je l'ai doté d'une force d'humanité qui est la convivialité avec les personnes avec qui je me trouve, la charité, le partage, l'attention à l'autre, au voisin, la dignité avec laquelle je mange, de sorte que les gens ne sont pas obligés de faire « Oh mon Dieu, vous avez le son et lumière en face de vous. » Non, ça sort, ça fait... On peut peut-être faire plus silencieux. Voilà. Et je peux ne pas me précipiter sur ce que j'aime et ne pas rejeter ce que j'aime pas. Ce qui est moins agréable. Je peux manger avec modération ce que j'aime bien. Et on avait un jour... intéressant, une fille qui elle aimait bien le jambon. Alors d'un coup, il y avait un seul service comme ça, et je vois son assiette qui débordait de jambon comme ça, et que ça. Je dis, toi, t'aimes bien le jambon? Ouais, comment tu sais? Je dis, ah, j'ai vu. Elle est un peu handicapée. Alors j'ai vu, ben, tu sais, on va faire une chose. Puisque tu en as beaucoup dans ton assiette, plus que dans le plat maintenant, après que tu as passé, tu vas prêter une tranche de jambon à chaque personne à table. Alors c'est le drame existentiel, bien sûr. Mais j'aime le jambon. Je dis, mais t'aimes mieux qui les jambons, les personnes? Oh, les personnes, bien sûr. Alors peut-être tu peux offrir un morceau. Alors elle disait à tout le monde, t'as vu, je t'offre du jambon, hein. J'aime beaucoup le jambon, mais je te donne. Hein. C'est extraordinaire. À la fin, je dis, mais t'es heureuse? Ouais, d'un côté, je suis pas très contente parce que j'ai eu moins de jambon, mais de l'autre côté, je suis très contente parce que j'ai pu partager avec les autres. Je dis, mais c'est quoi le côté le plus important? Le côté très content. Ah, je dis, bah tu vois. Donc tu as compris. Voilà, donc vous voyez, l'important de marquer chacun de mes actes
de ce poids d'humanité à travers lequel va se trouver, bien sûr, l'intelligence, la volonté, la conscience, puis les vertus, qu'on verra plus tard, la prudence, la justice, la force, la tempérance, qui vont marquer tous mes actes de ce surcroît d'humanité, qui va leur donner une valeur extrême, et qui, si j'y rajoute l'amour, en font des actes rédempteurs. Quand Thérèse d'Enfant Jésus disait « ramasser un fil avec amour sauve des âmes », c'était vrai. C'était vrai. Je peux ramasser un fil parce qu'on m'a obligé de le faire, c'est très servile. Je peux ramasser un fil parce que je trouve que c'est moche et que j'aime pas ce qui est en désordre. C'est un peu psychorigide. Je peux ramasser un fil parce que par charité pour les autres, je pense que c'est important que le couloir soit propre. Ça c'est beau. Et puis je peux ramasser un fil parce que c'est important que le couloir soit propre et je le fais par charité. Et puis j'y rajoute le salut du monde. Il ne faudrait pas sauter sur le salut du monde tout de suite. Vous voyez, c'est un peu gênant. C'est un jour une sœur qui est en train de balayer un couloir dans un monastère et Saint Vincent de Paul s'approche d'elle et dit « Ma sœur, vous faites ça pour la gloire de Dieu ». Et la sœur, étant découverte dans ses intentions les plus secrètes, tombe en pavoison, se met en extase, lâche son balai, lève les yeux au ciel, se met en une position d'humilité complète et dit « Oh oui, mon père ». Et Saint Vincent de Paul lui répond « S'assois, ma sœur, parce que si vous faisiez ça pour que le couloir soit propre, vous y pendriez tout autrement. » Il veut lui dire par là que c'était bien de travailler pour la gloire de Dieu, mais qu'il fallait maîtriser la technique de surface d'abord, vous voyez. C'est-à-dire que la finalité propre de son acte était que le couloir soit propre. Et par le fait que le couloir était propre, elle pouvait faire ça pour la gloire de Dieu. Mais si elle faisait mal le travail qu'elle faisait, alors elle ne glorifiait pas Dieu dans un travail mal fait. Ça n'impliquait pas son intelligence, sa volonté. Si vous balayez à contre-vent, c'est pas très intelligent, vous comprenez? Ah, c'est dur à balayer avec le vent qu'il y a. Et un petit truc, tu commences depuis là-bas et le vent souffle dans le même sens que toi. Petit truc. Ah ouais, ah bah c'est super, j'y ai pas pensé. On a le droit d'utiliser notre intelligence, c'est incroyable. Incroyable, notre volonté ensuite pour aller jusqu'au bout. Ah bah j'arrête au milieu, je laisse le balai au milieu pour montrer que c'est bien là que j'ai terminé. Balayer. Et non, tu vas jusqu'au bout. La persévérance jusqu'au bout. Et donc, vous voyez, tout d'un coup, l'activité va jusqu'au bout, et c'est parce que je vais jusqu'au bout, et c'est en faisant bien ce que j'ai à faire que je glorifie Dieu. Ce n'est pas la seule intention qui glorifie Dieu, voyez-vous. Ma seule intention, ce n'est pas concrétisé par un acte existentiel, concret, eh bien, reste des bons sentiments, mais qui ne glorifient pas beaucoup Dieu. Jésus le dit à sa manière, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui rentrent dans le royaume des cieux, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Donc, des fois, on a parfois tendance à spiritualiser les choses, vous voyez, à sauter à pieds joints. Voilà, oh là, oui, la gloire de Dieu. Eh ben, d'abord, fais ce que tu as à faire. Hein. C'était un prêtre un jour qui était en train de... L'évêque confie une paroisse à un prêtre, un jeune prêtre, Pedro, 33 ans, comme ça, 33 ans. Et puis, une paroisse complètement déglinguée, l'église était en ruine, les gens avaient abandonné, il n'y a plus de groupe, enfin, c'était vraiment la catastrophe totale. Puis ce jeune prêtre, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de générosité, remet l'église sur pied, remet des groupes de catéchisme, remet des groupes paroissiaux, remet la confession, l'adoration. Enfin, au bout d'une année, la paroisse est de nouveau très vivante. Et l'évêque, voulant montrer à d'autres prêtres peut-être moins dynamiques que c'était possible de faire quelque chose même dans une paroisse morte, mais ne voulant pas en même temps heurter l'humilité du prêtre, dit, lorsqu'il réunit tous ses prêtres le jeudi saint, ben, j'aimerais ici relever aussi le travail extraordinaire qu'a fait l'Esprit Saint dans la paroisse du Père Pedro. Et Pedro lève la main et dit, Monseigneur, j'aurais aimé que vous voyiez l'état de la paroisse quand l'Esprit Saint travaillait tout seul. Ah, vous voyez, Dieu veut se servir de nous aussi. Hein, il veut se servir de nous. Et dans ces actes humains, j'ai à les poser de façon à ce qu'ils glorifient véritablement Dieu. Qu'ils soient vraiment marqués au sol de mon humanité. Donc une certaine compétence, une certaine rigueur, une certaine efficience. Vous faites des études ici, vous allez passer des examens. Ça implique une certaine assiduité qui c'est une vertu qui s'appelle la studiosité, qui est rattachée à la vertu de tempérance, la studiosité, qui est rattachée à la vertu de tempérance, canal de tempérance. Il y aura la vertu de trapélie, le juste loisir, mais un loisir qui ne vous déshumanise pas. Vous voyez ?
qui vous humanise jusqu'au bout. C'est-à-dire que les temps de détente, les temps de loisirs doivent aussi vous construire comme être humain. Et si vous mettez off votre humanité quand vous faites des loisirs, parce que cette fois-ci je débranche et je m'éclate, ben, vous risquez bien de vous retrouver en morceaux à la sortie. Donc, prendre du temps de loisir, du temps de repos est une vertu. C'est bien cette différence parce que pratiquement c'est essentiel. Dans la vie quotidienne, depuis le lever le matin jusqu'au coucher le soir, ma façon d'agir, est-ce qu'elle est marquée par ce saut particulier de mon humanité? Par le fait que mon agir est marqué d'une réflexion sur mon agir et d'une volonté à bien agir. Et on fait tellement de gestes machinaux, on pose tellement d'actes réflexes, j'allais dire, d'actes automatiques, ou d'actes marqués par mon éducation, marqués par mes processus défensifs, par des habitudes que j'ai prises, qui fait que j'en ai plus même conscience. Et quand on rentre dans ces habitudes, finalement, on ne pose plus des actes humains. La personne qui prend conscience qu'elle a des actes humains à poser va avoir sans cesse le désir de perfectionner ses actes. Elle ne pourra jamais se contenter de ce qu'elle vit. Elle va chaque fois se dire, mais attends, est-ce que je ne pourrais pas améliorer, est-ce que je ne pourrais pas faire différemment? Ou elle aura conscience à un moment donné d'actes réflexes qu'elle pose et dire, mais je ne peux plus continuer comme ça, c'est pas possible. La façon de saluer les gens, la façon de regarder les gens, la façon de travailler, la fonction, voilà. Il y a une remise en question permanente quand je désire faire de ma vie une vie profondément humaine, c'est-à-dire marquée par des actes qui la marquent de ce saut d'humanité. Pour agir, il va y avoir deux types de principes. Les principes intérieurs des actes humains, c'est-à-dire ce qui vient de l'intérieur de moi-même et qui me font agir dans le bien ou dans le mal. Ça va être les vertus et les vices. Et les principes extérieurs des actes humains, c'est-à-dire la loi et la grâce. C'est ce qu'on va voir maintenant. Vous voyez, quand on dit principe intérieur, principe extérieur, c'est-à-dire qu'il y a un dynamisme ou une motivation qui va m'amener à agir et à éclairer mon agir. Cette motivation peut être soit à l'intérieur de moi-même, c'est-à-dire qu'il y a en moi un propre dynamisme de l'action, dans ma nature même, inscrite dans l'intelligence, dans la volonté, dans l'irascible, dans le concupiscible, ce qu'on a vu, ces grands mouvements, qui vont donc devoir être ordonnés au bien et au vrai. Et puis, de l'extérieur, il y a un secours qui va être donné de deux manières, par la loi qui va éclairer ma conscience, et par la grâce qui va me soutenir dans l'action. Sur l'action de deux manières, par une lumière dans mon intelligence et une force dans ma volonté. Voilà, donc, je vais dire, vous voyez, de nouveau, tout est fait pour que je puisse devenir ce que je suis appelé à être. Tout est fait pour une construction harmonieuse de ma personne. Tout est fait pour que je ne sois pas simplement un sac de pulsions qui s'entrechoquent entre elles et que j'en arrive à l'angoisse de ne pas pouvoir me connaître et m'ordonner en quelque sorte, mais retrouver à travers tout un ordre de ma nature humaine et de mon agir humain, une cohérence entre ce que je suis et ce que je fais, d'arriver à vivre la paix et la joie du cœur, à découvrir cette paix et cette joie du cœur qui est justement la tranquillité de l'ordre, à la fois dans les principes qui guident ma vie, à la fois dans l'action et la façon de diriger ma vie. Et donc toujours ce dynamisme lumineux, ce dynamisme ordonné au bonheur, cette tension vers la plénitude de vie qui m'habite profondément et que j'entends réaliser à travers les actes que je pose, à travers le quotidien, à travers chacune de mes décisions. Toutes mes décisions vont me façonner quelque part. Tous mes actes vont me façonner, dans un sens ou dans l'autre. Il y a un proverbe allemand qui dit « Einmal ist kein Mal », une fois n'est aucune fois. C'est pas si vrai que ça en morale. C'est pas si vrai que ça en morale. Une fois, c'est déjà une fois. Une fois, c'est déjà prendre la direction d'un côté. Alors, ça n'engage pas définitivement la vie, mais poser un acte ordonne ma vie dans un sens ou dans l'autre. Chaque fois que je prends une décision, chaque fois que je pose un acte, je me construis ou, je ne dis pas que je me détruis, mais je me déconstruis, je me désunifie. Et donc il y a un mouvement qui va se produire à chaque acte que je pose. C'est donc pas du tout indifférent et anodin le fait de poser des actes décidés. Et si ces actes ne sont pas décidés et pas des actes humains, mais des actes simplement de l'homme, bon, il n'y a rien qui se passe.
je reste une espèce de marionnette comment dirais-je, indéfinie qui n'arrive pas à se construire et qui vit en fonction de ses pulsions, de ses émotions, de son ressenti, de l'esprit du monde, des modes, des habitudes, des influences extérieures, du mimétisme, enfin tous ces principes d'action qui peuvent exister. Je fais ça par imitation, je fais ça pour plaire à papa et maman, je fais ça pour, par mes passions, je suis mes passions, moi je suis mon feeling. Moi je le sens, je ne le sens plus. Si tu le sens, fais-le, si tu ne le sens pas, fais-le pas. L'important c'est que tu le sentes. Bon, c'est pas toujours très sûr, hein. Des choses qu'on sent qu'il ne faut pas faire, des choses qu'on ne sent pas et qu'il faut faire. Voilà, donc il peut y avoir toute une conflictualité en soi à partir de ces choses-là. Donc vous voyez, où j'agis selon ce dynamisme inscrit dans ma nature, dans la raison et la volonté, et où j'agis selon le vrai, le bien et l'amour comme critère ultime de mon agir, ou bien alors je me laisse emporter par les événements, les circonstances, et dans ce cas-là, tout en me croyant être libre, parce qu'il me semble que je suis libre en voguant au gré des vents, ma liberté n'est pas très assumée. Hein. Quelqu'un disait, être dans le vent, c'est un magnifique idéal pour une feuille morte en automne. Elle est dans le vent, voilà. C'est sympa, et elle fait de l'humus après. Mais ce qui est vivant, c'est la feuille accrochée à l'arbre, qui résiste aux tempêtes, qui résiste au vent, et qui se greffe sur la sève vivifiante du tronc, de la branche, afin de resplendir de la beauté qui est la sienne. Vous voyez ? Voilà. Et un vieux proverbe chinois disait « Seuls les poissons morts descendent le courant ». Les vivants, eux, remontent. Le saumon attaque les pentes vertigineuses et grimpent comme ça. Voilà. Et c'est ça, si vous voulez. Hein. Alors on dit, mais des fois j'agis contre ma nature. Non, j'agis contre mes tendances pécamineuses en moi, de péché, mes tendances de paresse, mes tendances d'orgueil, mes tendances qui finalement me dissolvent en quelque sorte, dissolvent mon unité. Alors c'est clair qu'il y a un combat, et on le verra, on en parlera du combat spirituel, mais ce combat n'est pas contre ma nature, il est contre ce qui est blessé dans ma nature. Il est contre ce qui me désunifie. Alors c'est vrai, il me semble que je lutte, expérimentalement parlant, concrètement parlant, je lutte contre moi-même des fois. Oui, mais je lutte contre ce qui en moi me désunifie, ce qui en moi est facteur de division, de destruction, de tristesse finalement, hein, ce qui va me conduire à une tristesse existentielle. Et donc, en luttant contre cela, je construis positivement ma personne. Et on le verra un petit peu à partir de quelques principes de la loi naturelle. Donc, on le voyait hier aussi, dans la structure de l'acte libre, qu'il y a tout ce processus d'intelligence et de volonté qui se produit, mais ce serait bien pénible si chaque fois que je dois agir, je devais refaire tout ce processus comme c'était la première fois de ma vie, avec tout l'effort que cela implique, avec toute la réflexion que cela implique. Et il y a donc quelque chose qui va se produire qui est ce qu'on appelle la vertu. Dans le sens qu'on va voir, dans les vertus cardinales en particulier, ce sont d'abord les vertus acquises, c'est-à-dire des habitus. Le mot habitus est un nom philosophique qu'il ne faut pas confondre avec habitude. J'ai l'habitude de fumer, mais j'ai l'habitus d'agir selon un certain nombre de principes. J'ai l'habitus de dire bonjour, merci. Je peux avoir l'habitude de dire bonjour, merci, mais ça soit sur la tête de la personne. Il n'y a pas de relation. Si j'ai un habitus de dire bonjour et merci, c'est-à-dire que j'ai un principe de politesse qui m'habite et qui sait que ces paroles de bonjour, merci, s'il vous plaît, constituent le fondement de la relation interhumaine. Et où je peux faire ça parce que je suis payé pour, et qu'on me demande. Hein. J'étais le jour à l'aéroport de Charles de Gaulle, et puis il y a ces kiosques où on vend des cafés, puis des petits croissants, des trucs comme ça, et je vois derrière la caisse de ce truc la checklist de ce qu'une bonne serveuse doit faire. 1, dites bonjour au client, en lui souriant. 2, demandez-lui en le regardant dans les yeux ce qu'il veut boire ou consommer. 3, faites preuve de diligence pour le satisfaire. Et puis à la fin, c'était n'oubliez pas de lui faire payer et dites-lui au revoir avec un sourire.
Et j'ai trouvé à la fois intéressant parce que c'est du bon sens élémentaire, et puis en même temps je me suis dit, mais si la personne fait ça parce que c'est marqué sur le checklist, bon, ben, le type de relation, on le sent bien, ça fait sourire Pepsodent et vendeur qui bah, voilà, veut vous arnaquer un petit peu, en tout cas, s'intéresse moins à la personne qu'au porte-monnaie et au tiroir-caisse à la fin de la journée. Et puis la personne qui est là derrière peut le faire vraiment au titre de l'humanité, tout en faisant son chiffre d'affaires quotidien et en faisant en sorte que vous ne partez pas avant d'avoir payé quand même, ce qui est la prudence élémentaire d'un vendeur, eh bien, de pouvoir le faire en disant, mais voilà, tu es quelqu'un, il y a une relation qui est là. Et j'étais très frappé, j'étais un jour à Moscou, c'était juste à l'époque de la chute du mur de Berlin et tout ça, puis tout le monde avait une tête, comme dans ces pays communistes et en Union soviétique en particulier, qui était vraiment terrible. Les gens étaient profondément blessés dans leur humanité, il y avait une blessure anthropologique profonde, et à l'aéroport, il y avait une immense queue pour rentrer, donc on traînait dans la queue, puis je regardais un peu autour de moi, et je vois un kiosque, un endroit, et une fille, avec un sourire lumineux, des yeux qui pétillaient, et je me dis, cette fille, elle est chrétienne, c'est pas possible autrement. Puis comme la queue était longue, je dis, bah, je vais lui poser la question, je vais voir, je risque rien, alors j'arrive vers elle, et puis elle avait une grande croix autour du cou, alors je lui ai dit, elle me dit, oui, je suis orthodoxe, et c'était frappant, ce visage de lumière, au cœur d'une masse un peu ténébreuse, c'était vraiment touchant, quoi, vraiment touchant. Donc vous voyez, il y a une habitude de dire ça parce qu'on m'a dit que c'est sur la checklist et qu'il faut le faire, ou bien un habitus, c'est-à-dire que j'ai intégré ces principes élémentaires de la vertu de politesse, de la vertu de justice, si on la situe dans le cadre plus large, c'est-à-dire de la relation à l'autre, et l'autre a le droit à ce respect, et la première manière d'exprimer ce respect entre les hommes, c'est dire bonjour, s'il vous plaît, merci. Voilà. Donc vous voyez, l'habitus est une disposition acquise en vue de l'agir. Les vertus cardinales vont concerner l'agir moral en particulier. On verra tout à l'heure les vertus intellectuelles, il aurait peut-être fallu en parler en premier, parce que l'intelligence précède la volonté, mais on dira quelques mois après, je ne voulais pas trop développer cette question. Et parmi les vertus cardinales, il y en a 4 qui vont structurer en quelque sorte mon être. On les appelle cardinales, vertus morales, cardinales parce qu'elles sont un peu l'axe, un peu comme le nord, le sud, l'est et l'ouest sont un petit peu l'axe du cosmos en quelque sorte. Eh bien, elles sont cardinales parce qu'elles sont l'axe de toute ma vie. Et ce qui est intéressant, si je reviens à ce schéma que nous avions déjà fait, vous vous souvenez, on a vu que toute notre structure anthropologique, sous l'angle sensible et sous l'angle spirituel, était tournée autour de ces ouvertures de mon être, de ces appétits, de ces tendances qui m'ouvrent sur l'extérieur. Eh bien, les vertus vont perfectionner ces 4 appétits. Elles sont cardinales dans la mesure où elles perfectionnent chacun de ces appétits qui m'habitent. Par rapport à l'intelligence, il va y avoir la prudence. Par rapport à la volonté, il y aura la vertu de justice. Par rapport au concupiscible, il y aura la vertu de tempérance. Et par rapport à l'irascible, la vertu de force. Donc on est quand même assez bien fait, vous voyez, hein. C'est-à-dire que quand on parle des vertus, eh bien, on va se rendre compte que c'est en vue d'ordonner tout mon être au bien, au vrai, en permettant à ces appétits, à ce dynamisme de ma vie, à cette force d'attraction qui m'habite en moi, d'être ordonné de manière cohérente et juste vers ce pourquoi je suis fait. Je vous le disais, c'est par ces actes et ces choix que j'exprime, ma liberté s'exprime, mais la vie morale ne se réduit pas à une juxtaposition d'actes discontinus. Il va falloir unifier la vie, et cette façon d'unifier requiert donc ces dispositions particulières acquises qui permettent l'aisance à faire le bien. Donc s'il fallait définir la vertu ou trouver une analogie avec la vertu, on pourrait dire que c'est une sorte de virtuosité musicale. À force de répéter des actes, à force de m'entraîner, eh bien j'arrive, ou sportive, j'arrive à une sorte de virtuosité, à peser correctement, à agir bien, à bien jouer. Et c'est pas du premier coup, c'est pas en prenant le violon la première fois que
on sort des sons comme à la messe ce matin, par exemple. Hein, voilà. Donc, il faut quand même un certain nombre d'heures d'entraînement. Et ça paraît tellement facile. Quand vous avez quelqu'un qui est un virtuose, vous dites, mais c'est facile comme tout. C'est facile. Et puis quand vous essayez vous-même, vous dites, ah non, c'est pas si facile que ça. Voilà. Et c'est-à-dire que celui qui est rentré dans cette virtuosité a vraiment une aisance. Et il le fait comme sans effort. Et pourtant, que d'efforts préalables pour arriver à cet agir comme sans effort. Et ça, c'est l'aisance à faire le bien. Et bien, la vertu m'établit en quelque sorte dans cette aisance à faire le bien et donne au bien que je fais une certaine spontanéité, une certaine souplesse, une certaine liberté. Voilà. Si chaque fois que vous arrivez, je dois vous dire bonjour monsieur, je dois dire bonjour quand je rencontre quelqu'un. Non, tout d'un coup, ah bonjour, comment allez-vous? Ah oui, très bien. Voilà, tout d'un coup, il y a une aisance à rentrer en relation, à poser un acte. Dans la studiosité, par exemple, vous arrivez dans votre chambre le soir, vous dites, bon, alors maintenant, déjà, il faut me décompresser, on va prendre d'abord un quart d'heure pour décompresser. Ensuite, je vais revoir mes mails, donc ça va prendre déjà une demi-heure, 3/4 d'heure. Après, faire un petit tour de l'histoire du monde pendant 1 heure. Après, je suis crevé, je ne vais pas travailler ce soir. Puis l'habitude de studiosité, peut-être bien que j'ai d'autres choses à faire, mais j'arrive, ok, on bosse, on y va. Là, j'ai 3/4 d'heure pour revoir les cours, pour préparer mon truc, ok, j'y vais. Et alors, la première fois, c'est très difficile. J'ai pas envie. Puis tout d'un coup, je rentre dans ma chambre et puis voilà, je me mets au bureau et je commence à travailler. Quelquefois, il faut redonner un petit impulse, reprendre une décision parce que ce soir-là, c'est plus difficile, j'ai pas envie, j'en ai marre, ça m'embête, voilà. Mais tout d'un coup, j'arrive à avoir des habitus qui rendent facile l'exercice du bien. Ce ne sont pas des techniques. Parfois, on a des méthodes de développement personnel qui sont proposées dans des cours, des sessions. Comment devenir vous-même en 15 sessions et 5 000 euros ou 15 000 euros. Voilà. Et alors, on vous donne un certain nombre de techniques, d'instruments. Bon, ça marche assez bien parce que ces techniques sont bien élaborées, sont des gens intelligents qui les ont mises au point, mais finalement, elles n'amèneront jamais à cette aisance-là et à ce génie créateur que permet la vertu. La vertu n'est pas de l'ordre du stéréotype. On a des méthodes relationnelles, que des personnes ont des difficultés relationnelles, et Dieu sait si c'est assez important aujourd'hui, ou de comportementales, dans des entreprises ou dans des groupes dans des teams, dans des équipes de travail. Alors on se rend compte que c'est très difficile, ces personnes n'ont pas de quotient émotionnel, elles ne savent pas très bien comment se tenir, elles sont un peu maladroites, elles ont des attitudes d'emportement, enfin voilà. Alors on dit, tu as sûr une session de comportement, comme ça, et on te donne des techniques. Alors on t'apprend, c'est vrai, une technique de dialogue. On dit voilà, quand la personne dit une chose, pour bien qu'elle comprenne, tu reprends ce qu'elle a dit et tu répètes ce qu'elle a dit pour que tout le monde ait compris ce qu'on a compris, ce qu'il fallait comprendre qu'on avait dit. Voilà, et alors cette technique, elle est assez efficace, c'est vrai, parce que les gens ne sont pas attentifs souvent. Et vous savez, c'est comme Astérix en Corse. Le gars arrive, alors tu prends toutes les richesses qui sont là, tu les mènes jusqu'au bateau, tu prends ça, tu prends ça, tu prends ça. Alors le gars lui explique tout ce qu'il faut faire, il faut prendre et pas prendre. Et à la fin, il dit, et t'as compris? Non. Il dit chaque fois oui, puis à la fin non. Voilà. Alors pour s'assurer qu'on ait compris, eh bien, on va répéter, apprendre un processus. Il y a des processus comme ça, il y a des techniques qui sont assez efficaces, mais qui finalement ôtent à l'agir humain la spontanéité, la beauté que donne la vertu, et la créativité que va donner la vertu. Donc on ira assez vite, assez loin, mais dans un cadre stéréotypé. Alors ça peut être une première étape thérapeutique, peut-être, et ça ne s'oppose pas nécessairement à la vertu, mais voilà, il faut faire attention. C'est très rassurant, c'est très efficace, mais finalement, à un moment donné, ça s'arrête. Et je ne sortirai jamais de ce cadre-là. C'est très rassurant,
vraiment, parce que je vois vite des progrès, je me sens à l'aise, parce que je maîtrise la technique et donc j'ai plus l'angoisse de la rencontre avec l'autre, la peur de l'altérité. Mais en même temps, je m'inscris dans un cadre très très fermé, dans une technique qui joue un petit peu l'apparence de la vertu dans un premier temps, mais qui finalement n'a pas toute cette aisance de la vertu. Et c'est frappant, ce surcroît d'âme, ce surcroît d'intelligence et d'amour qui appartient à la vertu et qui me transforme en tant que personne. La technique est un instrument dont je me sers, alors que la vertu me transforme en tant que personne. Je deviens autre grâce à la vertu. Voyez. Et je me souviens toujours, j'avais écouté un jour à Paris les vêpres de Rachmaninoff chantés par le chœur de l'Armée Rouge. C'était techniquement prodigieux et c'était d'une froideur terrible. Techniquement prodigieux, mais c'était extraordinaire. C'est ce chœur de l'Armée Rouge qui chante, c'est extraordinaire. Et puis manquait l'âme. Et j'ai pu suivre ça une fois à Moscou dans un monastère. Techniquement, c'était moyen, mais il y avait l'âme qui était là. Il y avait l'âme qui était là. Et ça change, je peux vous dire. Vous sentez que tout d'un coup, ce qui était froid, technique parfait, mais froid, dans le cœur de l'Armée Rouge, devenait prière et vie dans ce monastère. Voilà. Donc, vous voyez la différence entre la technique est un instrument dont je me sers, la vertu est quelque chose qui me transforme dans ma personne. De sorte que c'est vraiment ma personne qui, transformée par la vertu, agit dans une virtuosité du bien. L'effet de la vertu, quel va être l'effet de la vertu? Eh bien, une transformation de ma personne. J'adviens à moi-même à travers ces décisions que je prends, et la vertu me transforme et va donner en moi, dans mon agir, une promptitude à agir, c'est-à-dire que je vais agir avec promptitude, je vais agir joyeusement, je vais agir avec régularité et stabilité. Si vous voulez, la vertu va m'unifier et s'opposera donc à la versatilité ou à l'impulsivité. Toute l'existence devient raisonnable, mais joyeuse. Pas rationnelle, pas froide, hein, vous voyez, raisonnable, c'est-à-dire inscrite dans la vérité et le bien. Et elle me conduit à une authentique liberté intérieure. L'attrait délicat et amoureux vers le bien moral en particulier, est le signe de la maturation de la personne humaine. La répugnance face au bien est un signe d'immaturité de la personne, d'immaturité morale. La vertu, en fait, humanise mon humanité. Elle humanise mon humanité. Je deviens vraiment un être humain. Je suis bien sûr un être humain par nature, on l'a vu, en raison même de ma constitution, en raison même que j'appartiens à cette famille humaine. Et on en a parlé. Mais ce qui est donné a besoin d'être accompli encore. Ce qui est un donné a besoin de se réaliser. Et cela se réalisera par mon agir, qui va humaniser mon humanité toujours plus. Ou alors, si c'est de l'ordre de l'habitus mauvaise, qui s'appelle le vice, déshumaniser mon être. Déshumaniser mon être. Jusqu'au point où on dit parfois que certaines personnes sont venues comme des bêtes. Non, c'est pas gentil pour la bête. Et donc dire qu'un homme il peut se déshumaniser dans ce qu'il y a de grand et de beau, mais il ne devient pas animal pour autant. Et ce ne serait pas respectueux ni de sa nature animale, ni de l'animal, que de dire qu'il devient un animal. Hein, non, il perd malheureusement sa dignité, sa beauté en tant qu'être humain. Et ça, c'est une tragédie. C'est terrible, ça. Hein. Mais il y a en l'homme quelque chose qui restera là. Je disais ça récemment, je n'avais jamais entendu cette histoire de quand l'Allemagne a envahi l'Autriche, des gens de la Gestapo sont allés trouver un médecin juif en lui disant, donc ils ont fait des rafles, ils ont arrêté plein de personnes et ils ont dit, voilà, rassurez-vous, vous êtes protégés, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous resterez là, s'il y a le moindre problème, avertissez-nous, on est là, on interviendra, et s'il y a un problème plus grave, nous vous laissons un numéro de téléphone, veuillez appeler ce numéro de téléphone, nous faire appeler ce numéro de téléphone. Alors lui, ne comprenant pas très bien ce qui lui arrive, passe toute la guerre comme ça. À la fin de la guerre,
avec les soldats alliés, il dit voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, moi j'ai échappé à toutes les rafles, à toutes les tragédies qui sont produites pour mon peuple, et on m'a donné un numéro de téléphone qu'il fallait appeler en cas d'urgence. C'était le numéro de téléphone direct du QG d'Hitler. Et alors, tout d'un coup, il s'est dit qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, ça lui est revenu à l'esprit, c'est que quand il était jeune médecin, il s'était occupé d'une femme qui était très malade et qui est morte, et notamment du jeune garçon adolescent qui était le fils de cette femme et qui avait pour prénom Adolphe. Et ce cher Adolphe, qui était donc dans notre famille Hitler, s'était souvenu de ce médecin qui avait été si délicat avec sa mère et avec lui, en tant que jeune enfant. Et alors, avait laissé, en envahissant, vous imaginez, il décide d'envahir l'Autriche et donne un numéro de téléphone pour dire, attendez, il y a quelqu'un là-bas, en tout cas qui est important, qu'il ne faut pas toucher. Alors que tout le reste était massacré, attaqué, violenté et tout, mais là, il y a quelqu'un. Et vous dites, attendez, ça paraît absolument incohérent, et pourtant, vous voyez, il y a au cœur quelque chose qui, voilà, qui peut partir dans le bon sens, comme ça. C'est des choses qui se produisent. S'il y a des vertus qui perfectionnent la vie morale, il y a également des vertus qui vont perfectionner mon intelligence dans l'ordre spéculatif et pratique, c'est-à-dire dans l'ordre du discernement. L'intelligence spéculative, c'est-à-dire l'intelligence en tant qu'intelligence qui réfléchit sur les grands principes, ça va être qui considère la vérité. L'intelligence en tant que capacité de considérer la vérité va avoir une première vertu naturelle, c'est-à-dire qui est donnée dans la nature elle-même, la vertu qu'on appelle la compréhension. C'est-à-dire mon intelligence est faite pour comprendre les choses, pour saisir les choses. En latin on dirait l'intellectus, elle est faite pour lire entre les lignes. Et donc il y a déjà dans mon intelligence cette aptitude à lire entre les lignes, à saisir la réalité et à saisir l'essence de la réalité. Voilà. Donc ça c'est naturel, c'est donné. Et puis il y a deux vertus acquises, la science, qui n'est pas l'acquisition, enfin l'accumulation de connaissances, mais c'est l'habitus du raisonnement droit à propos des choses qui peuvent être connues. C'est cette la science va être profondément rattachée à l'humilité dans le sens de la vertu. Je peux avoir une science énorme en connaissance, mais si elle est orgueilleuse, ce qui est une grande tentation quand même quant à l'intelligence, et c'est la tentation la plus subtile, peut me faire connaître des choses de manière erronée. Quand il s'agit d'une vertu, la science, c'est connaître de manière adéquate les choses dans la vérité. Et donc, j'apprends petit à petit, je me forme à saisir dans l'humilité et à raisonner correctement face aux réalités. La science n'est pas l'accumulation de connaissances dans ce sens-là de la vertu, mais cette habitude du raisonnement droit à propos de ce que je peux connaître. C'est-à-dire que j'utilise mon intelligence de façon cohérente. Et voyez-vous, quand on parle des preuves de l'existence de Dieu, par exemple, les 5 preuves de l'existence de Dieu, vous me direz, mais ce n'est pas une preuve scientifique, apportez-moi une preuve scientifique. Première chose, tout savoir n'est pas un savoir scientifique. Il y a un savoir qui ne répond pas aux règles du savoir scientifique, qui est une partie du savoir. Il n'est pas totalisant, ce savoir scientifique. Donc il y a un processus discursif de l'intelligence qui va, à partir des effets, remonter aux causes, et qui est un processus profondément raisonnable, rationnel, mais qui ne correspond pas au processus scientifique de connaissance, d'expérience et de remonter à des lois qui, à partir des expériences, permettraient de définir le processus. Pour entrer dans cette logique des preuves de l'existence de Dieu, il va falloir beaucoup d'humilité. Il va falloir suivre avec beaucoup d'humilité le processus de la raison qui est complètement cohérent, complètement raisonnable, complètement rationnel, mais qui peut très vite à un moment donné dire non, j'arrête là, non, je ne veux pas aller plus loin, ouais mais c'est n'importe quoi, voilà. Hein, si je ne suis pas dans l'humilité dans ce processus, à un moment donné, je vais écarter ces preuves.
Et donc, première vertu acquise, donc la science. Deuxième vertu acquise, la sagesse. C'est de nouveau le raisonnement droit à propos des choses que je connais, mais à travers leur origine. Je vois au-delà des apparences, je vois les origines des choses. Donc, l'intelligence spéculative aura une vertu naturelle, la compréhension, l'aptitude à connaître, et deux vertus acquises, la science et la sagesse. Donc là, il y a un exercice à faire pour entrer là-dedans. Du point de vue de l'intelligence pratique, c'est l'intelligence en tant qu'elle va viser mon agir, en tant qu'elle est appliquée à l'action de l'homme. Il y a une vertu naturelle qu'on rapproche parfois de la conscience, qui s'appelle la syndérèse, qui est la connaissance des premiers principes de la loi morale, si vous voulez. Donc c'est pour ça qu'elle se rapproche un petit peu de la conscience. Et puis il va y avoir deux vertus acquises, l'art qui me dispose à réaliser un bon travail. Un menuisier doit connaître la façon avec laquelle il doit travailler le bois pour bien faire son travail. Un étudiant a des méthodes de travail aussi pour bien accomplir son devoir d'état. Voilà, l'art rend bon le travail, ne rend pas nécessairement bon l'agent qui travaille. Je peux être un excellent ébéniste et être une grande crapule. Vous voyez, je sais bien travailler le bois, mais je peux en même temps avoir une vie morale complètement désordonnée. Donc l'art relève un petit peu de la technique, si vous voulez, de cette habileté à faire les choses, à utiliser mon intelligence pratique pour obtenir un résultat correct, un travail correct, mais un extraordinaire chirurgien peut avoir une vie morale complètement désordonnée. Vous voyez, il est très habile, il est très compétent, il a une intelligence pratique, un art éprouvé extraordinaire et de renommée mondiale peut-être, et avoir une vie morale à côté. Donc ça rend bon le travail, mais ça rend pas nécessairement bon l'agent, l'art. Ce qui va... Et puis il y a la prudence qui va être... alors qu'elle va transformer l'agent, justement, qu'on pourrait appeler la sagesse pratique, si vous voulez. Et qui est la façon d'agir correctement. On l'a vu tout à l'heure aussi dans les vertus morales. Donc la prudence regroupe un petit peu la vertu à la fois intellectuelle et morale, dans le sens qu'elle va se poser sur le discernement des fins et de l'exécution des moyens pour obtenir un résultat, et puis dans tout le processus de l'agir, la prudence doit s'exercer. Voilà, donc l'intelligence elle-même va être façonnée par les vertus, voyez-vous. Il faut retenir cela, ce qui est le plus important, c'est que je vais devoir acquérir une façon de penser juste, une façon d'utiliser mon intelligence correctement, et une façon d'agir correctement, dans l'intelligence. Et c'est pas si évident que ça. On se rend compte, les vices de raisonnement, les vices de réflexion dans la pensée moderne, c'est assez impressionnant. Il y a des slogans, il y a des idées qui sont lancées, mais on a beaucoup de peine à vraiment utiliser un raisonnement de manière correcte. Prenons le cas de l'avortement. Est-ce que l'embryon est un être humain ou pas ? Qu'est-ce qui distinguerait dans ce processus évolutif depuis le zygote jusqu'à l'enfant de 10 ans? Est-ce qu'il y a une rupture à un moment donné de nature entre un zygote et un enfant de 12 ans? Quand dans une ferme, une vache est portante, le paysan n'est pas là, je demande ce qui va sortir. Alors là, vraiment, oh, un veau. Oh là 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 là, mais quelle surprise. Il est pratiquement sûr dès le départ qu'il y aura un veau. Alors c'est un mâle, une femelle, ça on ne sait pas très bien, mais il est pratiquement sûr, je crois pratiquement à 100% sûr que du ventre d'une vache va sortir un veau. Et pourquoi du sein d'une femme, il pourrait sortir un tas de cellules, un produit de conception, et pas un être humain?
Vous voyez, donc, mais parce que ce n'est pas la raison qui est utilisée à ce moment-là, c'est l'émotion, c'est la subjectivité, c'est tout le problème qui peut se jouer là derrière, et les souffrances aussi qui se trouvent là derrière. Il ne faut pas le nier du tout, hein. Mais voyez-vous cette difficulté d'utiliser avec rectitude et humilité ma raison pour pouvoir véritablement, dans l'humilité de la recherche de la vérité, voir ce qui est vrai, ce qui est juste, et non pas réagir seulement émotionnellement, ou réagir à partir de slogans ou d'idées, ou de stéréotypes de pensée. Et donc il y a un habitus, il y a un exercice à faire, qui est la science, la sagesse, et dans l'agir concret, l'art et la prudence. Voilà. À partir de deux données, la capacité de l'intelligence spéculative à saisir les choses, la compréhension, et et pour l'intelligence pratique, la capacité à voir les principes de l'agir droit, c'est-à-dire de voir ce qui est bien, ce qui est mal. Voilà. Je vous disais, notre agir, les actes libres que je pose vont me transformer petit à petit. Ce sont les vertus, j'acquiers ces vertus, et ce sont des habitus positives qui me transforment en vue du bien, qui me font advenir en tant qu'être humain, qui me conduisent à la pleine liberté de moi-même. Si je voulais résumer un petit peu ce qu'on vient de dire, la prudence, choisir le bien constitue la prudence, ne pas l'abandonner malgré les obstacles constitue la force, ne pas l'abandonner malgré les passions, la tempérance, et ne pas l'abandonner malgré l'orgueil, la justice. Donc choisir le bien constitue la prudence, ne pas l'abandonner malgré les obstacles, les difficultés du chemin, c'est la force, ne pas l'abandonner malgré les passions qui montent en moi et les désirs parfois désordonnés qui montent en moi, c'est la tempérance, et ne pas l'abandonner malgré l'orgueil, eh bien c'est la justice.